Et si c'était moi? Le balado où on se met dans la peau d'un aîné en hébergement. 3e épisode. La personne hébergée. Je suis Annick Leclerc, conseillère cadre dans l'implantation de la nouvelle politique d'hébergement pour le 6 de la Côte-Nord, mais surtout une passionnée du sujet. Je vous présente ma collègue Audrey Lévesque, chef d'unité pour la Maison des aînés et Maison alternative de Bécomo. Bienvenue Audrey. Merci Annick, bien contente d'être là aujourd'hui. Comme à l'habitude, on va commencer avec la question du proche aidant. Donc Audrey. Oui, comment ce changement va améliorer les services de mon proche? Très intéressant comme question. Oui, en fait, il y a plusieurs choses qui vont être mises en place là, avec la nouvelle politique d'hébergement pour l'amélioration des services aux proches. On dit beaucoup qu'on veut implanter des changements, qu'on veut s'en aller d'un milieu de soins à un milieu de vie, mais ça ne veut pas dire qu'on veut enlever les soins puis la qualité des soins va être diminuée. Ce qu'on veut, c'est que les soins soient réorganisés pour que les employés aient plus de temps pour donner les soins, que les soins soient plus personnalisés. Donc, la qualité va être la même, c'est juste que les soins vont être dispensés de façon plus personnalisée et vont répondre davantage aux besoins spécifiques de chaque résident. Ça, c'est important, Audrey, ce que tu viens de dire là, parce que c'est une préoccupation de beaucoup de monde. Quand on parle de la politique, on parle tellement d'un milieu de vie, on parle tellement de l'importance du choix du résident, du désir. Bon, on parle de tout ça, mais les gens, la crainte qu'ils ont, c'est « Ouais, mais va-t-il avoir des soins? Ouais, mais mon père va-t-il être soigné? Ma mère va-t-elle être prise en charge pareil? Sa culotte va-t-elle être changée? » Le fait de mettre tellement l'accent sur l'aspect vie, milieu de vie, les gens ont la crainte qu'on enlève cette partie-là. Puis je pense qu'un des bels exemples qu'on a, c'est à la Maison des aînés. Comment la Maison des aînés est construite présentement, c'est que tout ce qui appartient aux soins et aux employés sont derrière le rideau. Ça, c'est intéressant. Je ne sais pas, Audrey, si tu peux en parler un petit peu. Évidemment, tu sais, dans nos CHSLD, dans nos résidences intermédiaires, résidences de type familial, on n'a pas la chance d'avoir cet arrière-plan-là que vous avez en maison des aînés ou en maison alternative. Il va falloir le faire de façon différente, mais ça serait intéressant que tu nous parles de comment c'est construit, puis justement, comment on va avoir les soins sans les voir. C'est vraiment intéressant parce que les maisons des aînés, maisons alternatives ont été construites sous un modèle avant-scène, arrière-scène. Donc, tout ce qui est à l'avant-scène, c'est le milieu de vie, c'est les espaces communs qu'on partage, employés, proches, résidents, donc, les locaux qu'ils peuvent utiliser, qui sont à l'extérieur des unités de vie que nous, on appelle maisonnées. On peut circuler librement, on voit ça. Tout ce qui est organisation du travail, fonctionnement, fait qu'on pense aux services alimentaires, on pense aux locaux d'hygiène et salubrité, on pense aux postes de garde, que normalement, en CHSLD, t'arrives puis sont en plein milieu. Nous, les postes de garde sont cachés. Et ils ne sont pas à même les unités. Donc, c'est une partie du bâtiment qui est réservée aux employés seulement. Puis le but de ça, c'est que les employés soient dans les maisonnées avec les résidents plutôt qu'assis au poste de garde en train de jaser. Ouais. Ça fait vraiment plus milieu de vie. Les gens ne voient pas les personnes travailler. Il n'y a pas de chariot d'hygiène, salubrité, comme on l'a déjà dit, et tout ça. Ça fait aussi que les employés comme l'éducatrice, la travailleuse sociale, ils n'ont pas de bureau. Il y a des bureaux partagés parce qu'on veut vraiment qu'ils travaillent à même les maisonnées. Donc, plus de monde sur les unités, plus de temps pour faire des activités improvisées avec les résidents, plus de temps pour jaser avec eux autres. Le bâtiment nous aide beaucoup à faire ça. S'ils n'ont pas de bureau, ils ne peuvent pas s'asseoir dans leur bureau. Effectivement. Puis, tu sais, si je fais le parallèle avec les CHSLD qui sont déjà existants présentement, on a vu beaucoup d'améliorations à ce niveau-là. Exemple, les super chariots de médicaments qui sont gros, massifs, qui ont vraiment l'air de quelque chose qui est de soin. On s'entend, là? Ou les chariots qu'on va mettre les culottes dessus, par exemple, de rechange, ou les jaquettes de rechange, ou des choses comme ça. Bon, bien, présentement, ce qui se fait, c'est qu'on essaie de les camoufler dans nos CHSLD existants, soit qu'il va y avoir des petits locales où ce qu'on va cacher ces chariots-là qui, avant, faisaient partie intégrante du décor. Donc, tu roulais dans le corridor et tu voyais ces chariots-là partout. Bon, ben là, présentement, ce qu'on fait en CHSLD, c'est que le chariot de médicaments, quand l'infirmière auxiliaire a terminé de faire sa tournée, elle va prendre son chariot, elle va aller le cacher dans le poste de garde, on le verra plus. Donc, on travaille à cette amélioration-là, petit à petit, en fonction des réalités qu'on a et en fonction des options qu'on a aussi. Ça m'amène, Audrey, à te parler de l'accueil, en fait, de la transition qu'il y a pour la personne hébergée entre la maison et le CHSLD. J'aimerais ça qu'on échange sur comment ça se passe présentement puis comment on aimerait que ça se passe.
Tout à fait, Annick. Actuellement, on a aussi beaucoup de pression parce que là, comme on le sait, les places sont limitées. On a des listes d'attente qui s'allongent de plus en plus à chaque année. On a des personnes qui attendent à l'hôpital parce que là, à domicile, ça se pouvait plus, puis ils attendent de longues périodes à l'hôpital. On veut les admettre le plus rapidement possible. Ce qu'on appelle dans notre jargon la fluidité, c'est vraiment difficile. On doit admettre rapidement. Donc, c'est difficile de faire un accueil en douceur ou de bien le faire parce que dès qu'on a une place de libre, on doit libérer la chambre, on doit accueillir parce que la liste d'attente est longue, parce qu'il y a des personnes qui attendent à l'hôpital puis que c'est pas des milieux de vie. Donc, on a aussi ce côté-là de, oui, on veut changer les choses, on veut bien faire l'admission, on veut bien faire l'accueil du résident, mais on a une grande pression sur « faut le faire rapidement ». Ce qui arrive actuellement, c'est qu'on a une liste d'attente. Puis quand on a une place, on prend le premier, sa liste d'attente, que le jumelage-pairage fit bien. Là. Dans le fond, le jumelage-pairage, c'est qu'on essaie de mettre le bon résident dans la bonne unité qui va répondre à ses besoins puis à ses intérêts. Donc, on prend le premier qui va répondre aux critères de cette place-là qui est libérée. Puis, on accueille. On appelle la famille, on a une place, puis il faut le faire en 48 heures. Fait que ça se fait très froidement. Ça se fait très rapidement. C'est une étape qui est difficile pour les familles, pour les résidents. Donc, la politique, je pense qu'elle veut nous amener ailleurs aussi à ce niveau-là. Je pense qu'il y a déjà, depuis 2022, un grand chemin de fait par rapport à ça. On a travaillé différents modèles, on a essayé plusieurs choses. Moi, je pense que la politique, ce qu'elle va venir faire là-dedans, c'est qu'elle va nous apprendre à travailler avant avec la personne. Évidemment, on connaît les listes d'attente. Pourquoi attendre que la personne qui va être appelée demain puis qui va rentrer dans moins de 48 heures, on y parle pour la première fois demain? On devrait travailler en amont. On devrait avoir des gens qui voient le milieu de vie de cette personne-là. Tu sais, par exemple, on a fait un mini-projet avec une éducatrice pour essayer de voir comment on pourrait faire ça. L'éducatrice est allée rencontrer la personne qui était sur la liste d'attente. On le savait qu'elle allait rentrer éventuellement, mais on ne savait pas quand elle allait rentrer parce qu'on ne savait pas quand on allait avoir une place. Elle est allée la rencontrer. Elle a parlé avec la personne. Elle a parlé avec son proche. Ensemble, ils ont écrit l'histoire de vie. Puis là, l'histoire de vie, on va en reparler tantôt, mais ça, c'est un des documents, sinon le document le plus important quand on intègre quelqu'un en centre d'hébergement parce que c'est sa vie, son histoire avec ses désirs, ses besoins. C'est vraiment qui elle était, cette personne-là, puis quelle place qu'on peut y donner dans nos institutions. Donc, la personne a pris 1 heure de son temps. Elle a regardé, elle a fait ce tour-là avec la personne, elle a expliqué un peu comment ça se passait en hébergement. Puis là, quand je parle de la personne, c'est la personne hébergée et de son proche, comment on peut les accompagner là-dedans. Puis après ça, elle est allée voir sa chambre. Sa chambre est placée comment? À quoi qu'elle ressemble, sa chambre? Elle a-tu une lampe qui est importante pour elle? Elle a-tu des cadres de famille? Son lit, est-tu collé au mur? Son lit, est-tu dans le centre de sa chambre? Y a-tu une doudou importante? Bon, peu importe. Fait qu'elle a tout regardé ça. Puis, elle a parlé avec le proche, puis elle a dit, on va faire un avant, on le sait que ça s'en vient. Quand on va savoir que c'est votre place puis que c'est le moment, bon, ben, vous allez me faire un sac avec des objets significatifs qui sont dans la chambre de votre mère. Puis, je vais vous accueillir. Quand je vais vous accueillir en centre d'hébergement, on va déjà avoir tenté, puis dans la mesure du possible avec la réalité qu'on a, d'avoir placé sa chambre de façon similaire et d'avoir placé ces objets-là dans la chambre déjà avant l'arrivée de la personne. Pour que quand elle va intégrer cette chambre-là, premièrement, elle va avoir été accueillie par quelqu'un qui va connaître son visage parce qu'elle va l'avoir rencontré préalablement. Deuxièmement, elle va s'en aller dans une chambre où elle va retrouver des objets qui sont significatifs, où elle va se retrouver là-dedans. On vient de favoriser un accueil. Ça, ce que ça a pris, là, c'est 1 heure à une éducatrice pour améliorer un accueil et une qualité de vie, non seulement pour la personne hébergée, mais pour le proche qui l'accompagne aussi. Fait qu'on va essayer de venir travailler sur ce type de choses-là. Mais là, je te relance la balle, Audrey. J'ai envie que tu nous parles de le formulaire Histoire de vie. Comment ça se passe? On le retrouve où? Qui remplit ça? Comment on le fait? Bien, on est en train de travailler présentement là-dessus là, avec le RUIS Laval qui sont en train de faire un projet pilote justement par rapport à l'histoire de vie avec quelques-uns de nos CHSLD sur la Côte-Nord. Mais présentement, qu'est-ce qui se passe? C'est que
Justement, quand on sait qu'on va admettre un résident, on donne une pochette d'accueil à la famille. Puis là-dedans, il y a l'histoire de vie, le formulaire. On leur demande de remplir ça. C'est à géométrie variable, là, la façon dont c'est rempli. Puis on demande justement là, les habitudes de vie, quelle heure qu'ils se couchent, quelle heure qu'ils se lèvent, c'est quoi les loisirs, combien d'enfants, des frères et sœurs, etc. Puis nous, après ça, quand on accueille le résident, quand il s'en vient, bien là, on récupère ce formulaire-là, puis on le met dans le dossier pour que les employés en prennent connaissance. C'est souvent mis dans le dossier et laissé dans le dossier. Donc, on en prend connaissance un peu, quelques-uns des employés, puis ça reste comme ça. Dans la politique, on veut vraiment aller ailleurs. On veut que l'histoire de vie prenne une place majeure, non seulement dans l'accueil, mais dans tout le parcours d'hébergement du résident. On veut non seulement que ça soit rempli de façon très structurée, que ça soit bien rempli, puis s'il faut qu'on revienne avec les proches puis avec le résident là-dessus, on va le faire. Puis après ça, on veut faire un genre de résumé des choses importantes, puis le laisser disponible en tout temps, soit dans la chambre du résident, mais de façon comme cachée pour pas que n'importe qui ait accès à ça, tu sais, dans un panneau d'armoire ou quelque chose comme ça, pour que chaque employé qui rentre dans cette chambre-là soit en mesure de voir c'est quoi qu'il y a là-dedans, puis comment intervenir auprès du résident. Parce que ça peut faire toute la différence. Quelqu'un qui est désorganisé, si tu lui demandes le nom de sa fille parce que tu veux lui parler de son enfant, puis elle s'en souvient pas, bien, ça se peut qu'elle se désorganise encore plus parce que là, elle va capoter qu'elle ne se souvient pas du nom de sa fille. C'est important de connaître le nom de sa fille. Oui, c'est vrai, votre fille Sylvie est venue vous voir hier, ça va être plus apaisant pour la personne. Donc ça, c'est juste des petits exemples de comment l'histoire de vie peut venir vraiment aider quand on intervient auprès de ces personnes-là. La personne est résistante aux soins d'hygiène, on va y parler de chasse et pêche parce que c'est quelque chose qu'il a toujours fait, mais si on n'a pas lu l'histoire de vie, on ne peut pas le savoir. Ça doit prendre vraiment une grande place, non seulement au niveau des interventions, mais aussi au niveau des services qu'on va offrir, le type de loisirs qu'on va offrir, même les décisions. Tu sais, si on sait que la personne n'a jamais voulu prendre de médicaments de sa vie, puis c'était son combat de vie, puis là, on veut les proches acceptent tout plein de médicaments, tu sais, on peut se questionner aussi parce qu'on va connaître l'histoire de vie de la personne. On peut le retrouver de plein de façons, l'histoire de vie. Dans chacun des CHSLD, l'important, c'est de la retrouver. On peut donner un exemple. Les équipes de nuit reviennent toujours en rencontre d'équipe et ils disent « Monsieur Girard, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Il fait de l'errance toute la nuit. Il essaye de rentrer dans les chambres. On ne sait plus quoi faire avec. Il ne veut pas se coucher. Puis là, le jour, il est fatigué. Fait qu'il dort. Puis là, il est viré en envers. » Ça, c'est très régulier qu'on va entendre ce type d'informations-là dans nos réunions d'équipe. Si tu consultes son histoire de vie, là, Monsieur Girard, là, il a travaillé toute sa vie de nuit. Fait que là, ça explique que M. Girard, là, lui, à 3 heures du matin, là, il a envie de manger une toast au beurre de pinot parce que c'était l'heure de son break. Mais là, si on le sait, si on a vu dans son histoire de vie, qu'est-ce qu'il a fait, M. Girard, tout au long de sa vie? Ah, il travaillait de nuit, OK, parfait. Bon, ben à 3 heures, on va lui donner sa toast au beurre de pinot. On vient d'éviter tellement de problèmes. On vient d'éviter des troubles de comportement. On vient d'éviter qu'il dérange d'autres personnes dans d'autres endroits, dans le chambre ou qui va rentrer pour faire de l'errance ou des choses comme ça. Ça fait en sorte que l'histoire de vie, là, en la mettant au cœur de nos interventions, c'est qu'on apprend vraiment à connaître la personne en face de nous et qu'on intervient avec elle en fonction de sa vraie réalité. L'histoire de vie, c'est le document à prioriser, selon moi, dans tous les accueils, dans toutes les intégrations, mais aussi dans la pérennité de la présence de cette personne-là avec nous autres. Puis de la mettre à jour aussi, les intérêts peuvent changer. Oui, il a aimé la chasse et la pêche toute sa vie, mais peut-être que là, on y parle de ça, puis ça ne veut plus rien dire pour lui. D'être capable de la mettre à jour quand il y a des changements, c'est important aussi. D'être capable de reculer le plus loin possible, parce qu'on sait, tu sais, qu'au niveau de tous les troubles cognitifs, on va traverser plusieurs époques de notre vie. Puis, comme tu dis, peut-être que présentement, la chasse, ça ne l'intéresse plus, même si ça l'a toujours intéressé. Peut-être que là, ça ne l'intéresse plus. Mais qu'est-ce qui l'intéressait avant? Tu sais, quand il était garçon, par exemple, tu sais. Il jouait-tu au baseball? Exactement. Ou c'était-tu un monsieur qui adorait les vieilles voitures? Ou c'était-tu... Tu sais, je sais pas. Mais d'essayer, dans son histoire de vie, de reculer le plus loin possible pour apporter un plus grand bagage possible à l'équipe, puis qu'on puisse s'ajuster avec lui par rapport à où il est rendu dans sa maladie ou dans son état. Dans une autre lignée de pensée, Audrey, j'aimerais ça qu'on parle des avancées technologiques pour nos centres d'hébergement. Évidemment, vous autres en MDAMA, vous le vivez
encore plus grand que dans les centres d'hébergement. Mais nous, on a la chance sur la Côte-Nord d'avoir le projet SIMO qui vient d'être implanté là, pratiquement partout là, ou qui va se terminer sous peu d'être implanté. Qu'est-ce que ça va apporter à la personne hébergée de plus, ce genre de programme informatique-là? Oui, bien, dans le fond, le projet SIMO, comme tu dis, c'est un logiciel informatique de soins. Donc, ça va nous amener, en fait, ça nous amène déjà à ne plus avoir de dossiers papier, puis à faire de double et de triple saisie là, de données. Comment ça se passait, c'est que les infirmières, les préposés faisaient leurs soins, prenaient des notes là, à la main de comment ça s'est passé le soin, puis tout ça, les données, la glycémie, les signes vitaux, etc., sur papier. Ils retournaient au poste, rentraient ça dans l'ordinateur, retranscrivaient ça dans le papier sur des dossiers médicaux, etc. Donc, c'était vraiment beaucoup de saisie, de transfert de données, etc. Fait que nous, dans un souci d'efficacité, non seulement parce qu'on manque de personnel, là, je pense que c'est une information qui est connue, qu'il faut qu'on revoie un peu nos façons de travailler, mais aussi pour sauver du temps, pour être capable de remettre ce temps-là auprès du résident. On a implanté sur la Côte-Nord le logiciel informatique SIMO, qui est le dossier informatisé. Donc, on n'a plus de dossiers papier médicaux. Donc, toutes les données sont rentrées automatiquement dans le logiciel, puis c'est tout uniformisé. Donc, les préposés aux bénéficiaires, par exemple, ils ont un cellulaire avec leur liste de travail où ils peuvent cocher. Fait que là, après ça, on voit dans le dossier à quelle heure ça a été coché, cette tâche-là, donner le soin de changement de culotte et tout ça, puis ils peuvent écrire des commentaires aussi. C'est vraiment plus efficace, ce qui fait qu'on peut remettre du temps auprès du résident. Donc ça, c'est le projet SIMO on est en implantation, on est en adaptation présentement, mais ça se passe bien, puis c'est vraiment quelque chose qui est aidant pour les employés. On a aussi d'autres types de technologies, comme les caméras dans les chambres. Nous, à la Maison des aînés et Alternative de Baie-Comeau, on est les premiers au 6 Côte-Nord qui va mettre ça en place. Les caméras dans les chambres, ça peut faire peur. C'est vraiment une intrusion dans la vie privée. Par contre, on a quand même écrit une politique qui est vraiment respectueuse des droits. C'est vraiment une caméra clinique qu'on veut utiliser pour respecter le sommeil. Actuellement, on fait des tournées la nuit pour vérifier que tout est correct, que la culotte ne doit pas être changée, etc. Donc, on veut éviter ça. On veut éviter de faire des tournées la nuit, de déranger le résident. On veut qu'il puisse dormir. Fait qu'on va pouvoir faire des tournées visuelles à l'aide des caméras. La caméra peut être fermée et ouverte à partir même de la chambre. Il y a un interrupteur dans la chambre que le résident peut le fermer s'il a besoin d'intimité ou la famille quand ils viennent visiter. C'est un outil clinique qui est quand même respectueux des droits malgré tout, puis on ne pourra pas l'utiliser si la personne ne donne pas son consentement. Fait que ça, c'est certain qu'à l'arrivée à l'accueil, on a un formulaire de consentement qui peut être retiré en tout temps pour l'utilisation de la caméra. Mais ça, ce que ça fait justement, c'est qu'on dérange moins le résident. On va le voir quand c'est nécessaire seulement. S'il y a une chute dans la nuit, on va le savoir immédiatement parce que ça va nous envoyer des notifications dans SIMO. Donc, tout ça, c'est connecté ensemble. C'est vraiment intéressant, là, cette technologie-là, qui peut faire peur à première vue. On aura aussi des outils comme, par exemple, qui vont s'en venir éventuellement des culottes connectées. Tu sais, ça a l'air de rien, mais tu vas pas déranger le résident. C'est des détecteurs d'humidité, en fait. Fait que tu vas pas déranger le résident pour voir si sa culotte est humide. Tu vas pouvoir le savoir avec l'application, puis y aller juste quand c'est nécessaire, puis y aller tout de suite quand c'est nécessaire. Fait que aussi, ça va aider au niveau des soins de plaies, les personnes qui sont plus fragiles à l'humidité et tout ça. Donc, c'est toutes des technologies qui vont nous aider à donner des meilleurs soins dans les meilleurs temps, dans les meilleurs délais, puis de pouvoir sauver du temps justement pour le remettre au niveau du résident, faire des activités avec eux, etc. C'est plutôt avant-gardiste, en fait. Tu sais, le 6 de la Côte-Nord fait partie des premiers 6, là, je pourrais pas dire mais les premiers 6 à pouvoir implanter ça chez eux. Là, c'est un choix de notre direction générale d'avoir mis en place ce système-là. C'est sûr que tout ce qui est aspect technologique, ça fait toujours peur. Il y a des enjeux par rapport à ça parce que les proches voient des préposés aux bénéficiaires avec des cellulaires dans les mains en train de cocher des choses, les infirmières aussi. Mais par contre, on a accès à une information très rapide. On est sûr qu'il n'y a pas d'information qui n'est pas dit dans un changement de corps, par exemple, ou des choses comme ça. Tu sais automatiquement ce qui se passe avec la personne. Puis ce qui est encore plus intéressant, c'est que ça donne accès, entre autres, à l'histoire de vie. Donc, tu n'as plus besoin de t'en aller dans un dossier papier pour aller lire. OK, M. Girard, vire les pages, où l'histoire de vie n'est pas là, elle était là. Mais ça, on l'avait mis dans cet onglet-là. Non, là, c'est facile. Tu peux t'en aller dans l'onglet Histoire de vie. Tu as accès à l'histoire de vie de M. Girard. C'est dans le là maintenant qu'on peut agir avec la personne. Et quand on parle du respect du sommeil,
fort intéressant parce que ça fait partie des pratiques présentement qu'on a de partir la nuit, de faire la tournée de toutes les chambres et d'aller changer la culotte de tout le monde. Moi, la nuit, je vais pas aux toilettes. Toi, la nuit, peut-être que tu y vas. On n'a clairement pas le même cycle, mais d'office, toi et moi, on se fait changer la culotte. Ça l'amène quelque chose de fort intéressant, là, tout l'aspect technologique, puis toute cette ouverture-là, mais qui vient avec tout de même des craintes de la part des gens autour. Là. Je pense que les préposés aux bénéficiaires, qui sont en fait les experts de nos résidents, parce que c'est eux qui passent le plus de temps auprès d'eux, c'est eux qui leur donnent leurs soins à chaque jour, sont plus pris en considération, je pense, avec ça, parce qu'ils peuvent écrire des notes directement dans le dossier, ce qu'ils n'avaient pas accès avant avec le dossier papier. Ouais. Les dossiers médicaux n'étaient pas accessibles pour les préposés aux bénéficiaires. Puis là, ils peuvent écrire des notes. Donc, même les informations qu'ils veulent transmettre se transmettent beaucoup plus facilement, ce qui est vraiment extraordinaire, là, selon moi, parce que c'est, comme je l'ai dit, les experts de nos résidents. Puis je pense que leur constat à ces préposés aux bénéficiaires-là est très important et très pertinent et va être plus pris en considération. Donc, c'est vraiment intéressant aussi à ce niveau-là. Ça vient encore là répondre à un autre point de la politique qui est de laisser plus de place aux préposés aux bénéficiaires puis de leur donner une place de choix importante au sein du résident parce que c'est la personne qui va partager son intimité, c'est la personne qui va être le plus proche physiquement et le plus à l'écoute peut-être par sa proximité avec le résident. Donc, ça répond à plein de choses à la fois, là, cette possibilité-là pour nos PAB. Là. Audrey Lévesque, merci. Merci à toi, Annick. C'était vraiment un bel échange. Dans le prochain épisode, on se pose la question comment on accueille, on accompagne et on soutient le proche aidant. Cette série est présentée par le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord. Merci au ministère de la Santé et des Services sociaux pour son soutien. Phonique. Le fin son de l'histoire.